Voilà, donc je pense que ça fonctionne. Tout d'abord, bah, je me présente rapidement. Donc moi, je suis Jade, je suis cofondatrice de l'agence Ropes Primaire, qui est une agence, de conseil en communication responsable, et également en conception de services numériques, responsables, et production de contenu, numérique responsable. Je suis également cofondatrice du collectif Good IT sur Toulouse qui, a pour mission, en fait, de faire des sensibilisations, en particulier, je dirais, dans les écoles, mais aussi dans des structures privées, bah, sur le numérique responsable. Et on a également des groupes de travail sur des sujets bien précis, notamment sur des contenus, sur les technologies type Jamstack, enfin voilà, plusieurs groupes de travail sur ce sujet. Je suis également membre de Communication Mutation qui a un programme, qui s'appelle Reboot 2021, qui offre 2 jours de contenu, en fait, pour toutes les écoles et de communication au sens très large, donc communication, traditionnelle et communication numérique. Ça va se passer le 30 septembre et le 1er octobre, sur, bah, je dirais, voilà, la communication responsable au sens très large. Donc on va aborder des notions comme, le design attentionnel, avec les designers éthiques, par exemple. On va aborder aussi, les objectifs de développement durable, l'éco-conception web, l'accessibilité web, enfin voilà, ça couvre de nombreux sujets. Je vous invite à y aller, si ça vous intéresse, et à parler à votre entourage, s'il y a des étudiants dans votre entourage qui sont intéressés par ces sujets. Je suis également membre de l'Institut du numérique responsable, voilà, et donc j'ai à peu près 15 ans d'expérience, dans la gestion de projets, pardon, digitaux, et en particulier sur la conception. Voilà, donc comme je disais, notre agence est spécialisée, en conseil en communication responsable. Alors, je vais juste, à chaque, entrée de section, de chapitre, poser un petit quiz. Vous pouvez y répondre, en fait, via le chat je dirais, en nommant, les lettres associées aux réponses. Voilà, donc je vous soumets la question. Aujourd'hui, le numérique est responsable de 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 2 ou 0,1. Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat. Je regarde en même temps, alors parfois j'ai un petit temps de latence. Voilà, il commence à avoir des réponses. Super, merci pour, de jouer le jeu. Alors, aujourd'hui, selon les dernières, on va dire les derniers chiffres, donc je mets à chaque fois les sources, hein, en bas des slides. On dit que le numérique est responsable de 4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est aussi polluant que le trafic aérien mondial. D'accord, donc devant le trafic routier, enfin, il y a devant le trafic routier, mais voilà, on dit que ça se rapproche fortement du trafic aérien. Et je dirais que si certains secteurs, notamment comme le trafic routier, font des efforts, le numérique est encore assez à la traîne et les impacts augmentent de manière vertigineuse. C'est donc ce que nous allons voir. Juste préambule, est-ce que vous savez la différence entre internet et les web? Je le dis parce que, la confusion est fréquente et dans les médias et surtout du côté de nos politiques, et c'est important, voilà, d'avoir des bases communes. Donc je fais ce petit rappel. Internet, c'est l'infrastructure, le réseau physique, et le web est un service sur le réseau. Donc en fait, le web est contenu dans internet, au même titre qu'un autre service comme celui d'envoyer des emails, par exemple. Voilà, si on peut faire une analogie, ce serait internet sont, on va dire, des rails et le web est un wagon, enfin, voilà, en l'occurrence. Sur la photo, il y a Tim Berners-Lee qui est à gauche, qui on va dire à qui on attribue la paternité du web. Donc lui, en 89, c'est au CERN, donc au Centre d'études de recherche nucléaire, qui a mis au point le protocole de communication qui permet de relier entre elles des pages via le système que vous connaissez qui est HTTP://.
Et la personne à droite est donc Windsurf, qui lui, alors c'est pas le fondateur d'Internet, puisque Internet résulte d'une collaboration de plusieurs années, a débuté dans les années 60, notamment par le financement de l'armée américaine, mais en tout cas, il a mis au point avec des collaborateurs le protocole TCP/IP. Donc voilà, il a finalisé ça, et c'est en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui d'Internet, c'est lui qui a formalisé avec son équipe voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. Donc, je ne voulais pas vous faire un cours de culture numérique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Internet a été pensé par les pionniers comme un outil émancipateur qui redonne de la liberté aux individus et aux citoyens, enfin aux individus et aux citoyens, par opposition, et notamment à l'époque dans les années 60, à un pouvoir très centralisé. Voilà, il y a un pouvoir. Donc, c'est une défiance un petit peu envers les institutions. Et le web est totalement dans la lignée hérite en fait de ce legs des pionniers d'Internet. Donc, le web, il a été pensé, et notamment par Tim Berners-Lee, qui en a fait un bien commun, un cadeau à l'humanité, puisqu'il y a pas, on ne paye rien, enfin, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est important de faire cette petite mise au point, parce que comprendre, je dirais, cette culture-là, cette culture des pionniers, ça aussi apporte un regard un peu plus éclairé sur ce qui se passe, ce qui se joue actuellement, avec notamment la dominance des GAFAM. Voilà. Donc, je faisais cette petite parenthèse. Si certaines, ça intéresse, moi, ça me passionne, mais il y a un livre excellent qui s'appelle Culture numérique de Dominique Cardon, qui est celui qui est au Media Lab de Sciences Po, voilà, qui explique extrêmement bien toute cette culture-là et les principes fondateurs d'Internet et du web. Voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en plus de l'éclairage contemporain que ça apporte, c'est que ça aussi nous apporte, ça nous permet on va dire, de prendre conscience de la matérialité de ce secteur. Et c'est ce qu'on va voir. Ah, il est un peu trop près, pardon. Alors, je me dis dans l'oreillette qu'il faut que... Voilà, j'espère que vous avez bien. Voilà. En fait, comme je vous disais, Internet, c'est l'infrastructure, ce sont les tuyaux. Donc, c'est tout sauf virtuel. Et tout le champ sémantique qu'on a utilisé et qu'on utilise encore, notamment le cloud, les nuages, tout ce qu'on va dire les services dématérialisés, tout ce qui est virtuel, enfin voilà, tout ce champ sémantique nous a pas, on va dire, participe pas à nous faire prendre conscience de ces impacts. Donc en fait, Internet, ça n'a rien de virtuel, ce sont des équipements réseau. Voilà, donc par exemple, il y a des chiffres qui disent qu'il y a à peu près 1,1 milliard de box DSL et de fibres dans le monde, 10 millions d'antennes relais 2G à 5G, sachant que ce qui est important, et c'est aussi là où se jouent en fait les débats sur la 5G, c'est que souvent ces antennes cumulent, c'est-à-dire qu'on a rarement que de la 5G ou que de la 4G sur des antennes. On ne déscope pas les autres, voilà, on a souvent de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G, donc c'est aussi pour ça que certaines demandent des études d'impact. Je fais une petite parenthèse, mais voilà, sur ces antennes-là, donc il y a beaucoup d'équipements. Il y a aussi les data centers que vous avez, vous avez sans doute beaucoup parlé. On estime à peu près à 67 millions de serveurs hébergés dans le monde. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez important. Pourtant, le plus gros des impacts ne vient pas de là, ne vient pas de ce type d'équipement. Le plus gros impact vient de nous. On est la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 4,1 milliards d'êtres humains utilisateurs voilà, de smartphones et d'équipements en tout genre. Et donc, on peut le voir aussi d'un autre côté, c'est-à-dire que la moitié de l'humanité n'utilise pas. Et là, on abordera aussi des notions de fracture numérique. Mais en tout cas, pour la moitié qui l'utilise, on est largement équipé, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 8 équipements par utilisateur. À chaque fois, je mets les sources en bas, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on va passer un petit peu de temps sur justement le poids de nos équipements. Et là, je voudrais m'attarder sur la fabrication. Vous êtes des communicants, des communicantes. J'insiste parce que en tant que communicant, on se doit de faire attention à la véracité des informations, bien sûr, mais aussi à la proportionnalité des messages. Et d'ailleurs, c'est
C'est un sujet que vous allez voir tout de suite après avec ma collègue Élodie Hérisson sur le greenwashing. Et là, c'est important, quand on parle de pollution numérique, la phase la plus impactante en termes environnementaux, c'est la phase de fabrication. Elle est de loin, vous voyez, la plus importante, puisque l'infrastructure réseau, comme on a vu, c'est-à-dire tout l'équipement, les tuyaux, représente 22%. Les data centers, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, finalement, que 15%, alors que la fabrication de nos équipements, notamment nos smartphones, ça concentre 63% des impacts. Et c'est dans la phase principalement de fabrication qu'on va retrouver le plus d'impact. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des émissions de gaz à effet de serre qui sont mises en cause dans le réchauffement climatique, mais en fait, il y a donc beaucoup d'autres impacts environnementaux. Il y a notamment, alors j'ai mis les 4 principaux indicateurs environnementaux. Je parlerai ensuite de l'électricité. Donc, vous voyez, là, c'est les utilisateurs, c'est les équipements, le réseau, comme je vous disais, les tuyaux et les data centers. Donc, on voit bien largement en termes de postes d'impact que nos équipements sont les plus impactants. Donc, en termes d'énergie, donc là, on va parler d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer l'énergie finale. Donc, ça va être par exemple du charbon, du gaz naturel, ça, du rayonnement solaire aussi, ça, ce sont de l'énergie primaire. Dans le domaine du numérique, je dirais en fonction de l'étape de cycle de vie d'un équipement, sa phase de fabrication et sa fin de vie, on va utiliser différentes énergies primaires, notamment pour fabriquer les énergies finales. L'énergie finale, c'est donc l'électricité. Voilà, donc l'énergie primaire, elle est fortement utilisée dans la phase de fabrication de nos équipements. Il y a les gaz à effet de serre, donc les émissions de gaz à effet de serre, comme on en a parlé tout à l'heure, qui sont responsables donc, du réchauffement global. Il y a aussi la consommation d'eau, et là, on va dire aussi, c'est le stress hydrique. C'est en fait tous les besoins en eau qu'on a pour aller extraire, on va en parler un petit peu après, les matériaux nécessaires à la composition de nos smartphones, donc qui sont aussi fabriqués très loin, bien loin de chez nous, et qui sont en concurrence avec des besoins assez vitaux des populations locales, puisqu'on va utiliser de l'eau sur une partie de la planète qui a aussi besoin, juste pour vivre, des ressources en eau. Donc, c'est là où on va utiliser le terme de stress hydrique. Et également, 4e indicateur, les besoins en ressources. Et là, on va parler de ressources abiotiques, puisque ce sont des ressources qui sont en stock fini, donc qui s'épuisent, non renouvelables, et qu'on utilise beaucoup aussi pour fabriquer nos équipements, et pareil, qui vont également aussi faire concurrence à, je dirais, d'autres équipements, par exemple dans l'énergie renouvelable, vont utiliser les mêmes minerais que nos smartphones. Donc parfois, on fait concurrence sur des ressources qui sont en stock fini. On a mis, le Green IT qui a fait cette étude, le collectif Green IT, a rajouté l'électricité, bien sûr, puisque l'électricité, on perçoit tous, on utilise une grande quantité d'électricité, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un réel impact, pas un réel indicateur environnemental, parce que c'est une forme d'énergie spécifique, d'accord? C'est une énergie finale, parce qu'elle est produite à partir d'énergie primaire, qui peut être, comme je disais, l'énergie primaire, c'était charbon, pétrole, ensoleillement. Et selon l'énergie primaire utilisée pour la produire, les impacts environnementaux, ils vont être très différents. Dans la plupart des pays, c'est fabriqué à partir c'est carboné, donc à partir d'énergie fossile. Donc, ce qui va se traduire, c'est que l'impact, ça va être plutôt des émissions de gaz à effet de serre qui vont renforcer le réchauffement climatique. Mais en France, où l'énergie fabriquée à partir de réactions nucléaires, l'impact va plutôt se traduire par une grande quantité de vapeur d'eau. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. On ne peut pas la mettre en même titre que les autres comme indicateur environnemental. Donc, je m'attarde un petit peu sur la naissance d'un smartphone, juste pour vous donner des chiffres qui remettent aussi un peu les choses et des ordres de grandeur. Il y a plus de 70 matériaux donc, pour fabriquer
un smartphone et ces matériaux, ils sont présents en toute petite quantité, pardon. Et on dit qu'il faut à peu près 200 kilogrammes de matière pour fabriquer un smartphone de 5,5 pouces. Donc, et un smartphone qui pèse, lui, quelques grammes, quoi, hein, souvent moins d'un kilo. Donc, c'est énorme. Donc, vous imaginez qu'en fait, euh, il faut énormément de ressources pour voilà, un si petit appareil. Ce qui est aussi important de savoir, c'est la partie sur les métaux et notamment ce qu'on appelle les terres rares. Alors, elles sont dites rares parce qu'en effet, certains matériaux sont moins abondants que des métaux comme le fer ou le cuivre. Mais en fait, c'est surtout ils sont rares parce qu'ils sont bien moins concentrés dans la roche et donc très difficiles et coûteux à extraire et raffiner, d'où les consommations astronomiques en énergie et en eau. D'accord? Voilà, ces matériaux, ils sont utilisés en quantité minuscule, mais leur extraction, elle va coûter enfin voilà, elle coûte énormément d'énergie et de ressources pour un rendement qui finalement est très faible, quoi. Et donc, on estime aussi qu'il y a un risque de manque d'approvisionnement à peu près d'ici 10 à 15 ans. Par ailleurs, il y a des problèmes géopolitiques assez importants puisque comme je disais, la fabrication ne se fait pas en France, hein, c'est plutôt en Asie. Donc, et alors sur, certains matériaux dits rares, la Chine contrôle presque la quasi-totalité de cette production de métaux rares. Voilà, donc c'est une activité aussi minière qui entraîne, aussi localement des pollutions, par les métaux lourds puisqu'on a besoin aussi de produits chimiques pour, dans les procédés d'extraction et évidemment ils n'ont pas les mêmes, réglementations, que dans nos pays, qu'en Europe notamment. Donc cette pollution, va se déverser, dans les sols, et les eaux, voilà, dans ces pays-là. Donc là, je viens de vous parler de la pollution environnementale, mais je pense que vous l'imaginez, l'impact sociétal est aussi assez catastrophique parce que, pour exploiter ces mines, il faut souvent déplacer des populations. Ça se fait généralement pas avec l'argent, mais plutôt avec des armes vu les sommes qu'il y a en jeu. C'est le cas dans les populations d'Amérique latine, notamment au Chili et en Asie, bah, je vous encourage à voir un documentaire de Guillaume Pitron. C'est un journaliste d'investigation qui allait faire des rares images, hein, sur ce qu'on appelle les villes cancer, puisque en fait, bah, c'est des villes avec des mineurs dans des conditions assez, voilà, assez effroyables d'exploitation. Fin de vie d'un smartphone, donc là, on a parlé de la fabrication. Il y a donc évidemment l'usage. Ce qui est à retenir, c'est que nous, on est sur une moyenne, les chiffres le disent, c'est qu'on garde notre smartphone à peu près 18 mois, entre 18 mois et 2 ans. Donc, quand on prend conscience des impacts, je disais environnementaux et sociétaux de la fabrication, ça fait réfléchir. Et la fin de vie est aussi inquiétante dans le sens où il y a à peu près 80% d'appareils non recyclés. On estime qu'il y a à peu près 30 millions d'appareils qui dorment dans nos tiroirs. Et ceux qui sont non recyclés finissent parfois, enfin bien souvent dans des décharges à ciel ouvert. Et là, c'est plutôt en Afrique, voilà, où là, pour récupérer en fait les métaux précieux, parce qu'il y a aussi un petit peu d'or dans nos smartphones, voilà, il y a tout un trafic assez illégal, comme vous pouvez vous en douter, dans ces pays pour récupérer ça, donc, et dans des décharges qui sont qui viennent polluer les sols également et les eaux. Voilà, donc juste pour finir sur cette partie, quand on est sérieux sur le sujet de la pollution numérique, on raisonne en analyse cycle de vie. C'est pour ça que je vous ai parlé de la fabrication, je vous ai rapidement parlé de l'usage et de la durée de vie, et de la fin de vie, c'est-à-dire que vraiment, on peut pas mesurer, un impact sans avoir, balayé les différentes étapes du cycle de vie d'un équipement numérique. C'est ce qu'on appelle l'ACV, analyse cycle de vie. Alors maintenant, que faire? Eh bien, je pense que vous l'avez deviné, bah, allonger la durée de vie de nos équipements au maximum, donc les protéger, les réparer plutôt que les remplacer.
Donc là, j'ai mis des exemples de sites qui permettent de faire des réparations ou bien d'aller dans des ressourceries. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent et qui permettent de réparer son smartphone. Si on doit faire un achat, c'est plutôt de privilégier le reconditionner, donc par exemple avec des sites comme Back Market. Et ça, ce geste-là, il a un impact significatif proportionnellement à tout ce qu'on peut souvent entendre sur la suppression des mails, je ne dis pas que c'est pas intéressant, c'est intéressant, mais c'est vraiment le plus significatif, puisque c'est les smartphones, notamment dans la phase de fabrication, qui cumulent le plus d'impact. Ensuite, il y a deuxième geste assez clé qui est d'éteindre sa box et son boîtier TV quand ils ne sont pas utilisés, parce que ça, c'est un peu l'équivalent de laisser l'eau, le robinet d'eau ouvert. On n'a pas conscience, mais c'est un peu la même chose quand on laisse sa box toute la journée allumée si on n'utilise pas. Limiter l'usage du cloud et surtout en 4G, donc il y a en fait plus d'impact. Dans ces cas-là, on privilégie le Wi-Fi puisqu'il va consommer jusqu'à 23 fois moins que la 4G. Et on essaie de privilégier le stockage sur un disque dur plutôt que le cloud. Regarder la TV via la TNT et limiter la VOD ainsi que le streaming. On va en parler un petit peu après aussi. Donc, pourquoi? Parce que les impacts de l'ADSL ont déjà eu lieu il y a longtemps. Les impacts les impacts de la TNT se sont déjà produits. Donc, si on peut regarder des chaînes qui sont déjà présentes sur la TNT plutôt que de passer par la DSL, voilà, ça limite en fait la consommation du numérique pour les contenus diffusés en direct, bien sûr. Je remets les sources. C'est le livre Sobriété numérique de Frédéric Bordage, qui est un expert sur le sujet. En tant que professionnel, et notamment professionnel de la communication, alors au sens un peu large, ce qui va être intéressant dans ces cas-là sur l'impact environnemental, c'est de mettre en place une politique d'achat, de renouvellement et de rationalisation du matériel informatique qui vont intégrer des critères environnementaux, choisir ses fournisseurs, peut-être quand je parle de rationalisation, c'est par exemple plutôt que d'avoir un portable pro, un portable perso, avoir 2 cartes SIM pour limiter, on va dire, l'usage des smartphones. Savoir identifier le greenwashing, donc attention à la compensation carbone, ma collègue en parlera un petit peu tout à l'heure, et ne pas en faire, du moins volontairement. Donc vigilance sur la loi en cours. Là, en ce moment, ça bouge pas mal sur ce secteur et le greenwashing est en train de rentrer dans le code de la consommation comme pratique frauduleuse. Donc, vous allez voir comment le détecter dans l'atelier suivant. Ne pas créer de communication visant à faire renouveler prématurément son équipement. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, puisqu'on dit de le garder au maximum. Donc, c'est vrai que si on crée toute une communication pour susciter un désir alors que notre téléphone fonctionne très bien, c'est compliqué d'être cohérent sur cette partie-là. Le poids de nos usages maintenant. Donc, petite question. À votre avis, sur l'ensemble des données créées par l'humanité, combien en pourcentage ont été créées ces 2 dernières années? Donc, A, c'est 55%, B, 70%, C, 90%. Alors, je regarde le chat, je fais un petit aller-retour. N'hésitez pas à participer. Super, merci pour vos réponses. Alors, c'est réponse C. En fait, il y a 90% des données mondiales qui ont été créées ces 2 dernières années. Donc, ce qui, en fait, ça signifie que le trafic internet a vraiment explosé. On va regarder ça de plus près. Et j'aime bien ce petit schéma parce qu'en fait, il explique entre 2016 et 2020, mais c'est seulement 4 ans, qu'est-ce qui se passe sur internet pendant 1 minute. Enfin, voilà. Et donc, on voit que c'est assez vertigineux. On voit que nos usages se sont intensifiés. Par exemple, sur Netflix, c'était 70 000 heures, on va dire, en 2016 et passé à 764 000 heures en 2020. Et encore, je pense qu'on n'a pas encore les chiffres. Là, c'est pas comptabilisé toute l'année 2020.
Donc c'est fois 10 en seulement 4 ans et il faut savoir aussi que c'est sans compter l'impact de la Chine, qui est compté à part, enfin qui fait pas partie parce que c'est compliqué d'avoir des données sur la Chine. Donc voilà, donc c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Le poids de chacun des clics, il peut sembler minime, mais ramener une journée, une année au nombre d'utilisateurs, c'est assez colossal. D'autant qu'en fait, la plupart des sites et applications que nous utilisons ne sont pas optimisés, et c'est ce qu'on va voir. Entre 95 et 2015, de nouveau, petite question, le poids d'une page web a été multiplié, à votre avis, par A, 30 fois, B, 65 fois, C, 115 fois. Je regarde un petit peu aussi dans le chat. Merci pour votre participation. C'est intéressant. Super, merci. Bah, c'est bien, en fait, c'est réponse C. C'est bien 115 fois. Aujourd'hui, le poids moyen d'une page web est autour de quasiment 2 mégas. Voilà, c'est pour le savoir. Donc je vous dis ça, c'est parce que derrière, il y a une notion qui s'appelle l'obésiciel, qui est en fait, l'augmentation impressionnante, on va dire, de la taille de nos outils numériques. Alors pourquoi? Ça, c'est derrière ça, il y a ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors Moore, c'était le fondateur de la société Intel qui fabrique les processeurs et qui avait un peu, comment dire? C'était un peu une prophétie, bon, autoréalisatrice d'ailleurs, mais qui avait déclaré, il y a longtemps que, de manière empirique, tous les 18 mois, la puissance de calcul des ordinateurs allait doubler. Donc ça, c'est avéré vrai. Comme je vous disais, c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc on a des machines de plus en plus puissantes et sachant ça, en fait, on a très peu fait d'efforts pour, optimiser les programmes, les applications, informatiques, et c'est aussi d'ailleurs pour cela qu'on change nos équipements, pas parce qu'ils ne marchent plus, mais parce qu'on a la sensation qu'ils rament, voilà, forcément, parce que même quand vous faites des mises à jour sur votre OS, système d'exploitation, et bien, d'une mise à jour à l'autre, il peut prendre, beaucoup de poids et donc après on a la sensation, voilà, qu'on ne peut plus, on n'a plus de place, que tout se met à ramer. Donc, il y a aussi derrière ça un problème sous-jacent qui est, le fait qu'on n'a pas non plus le choix, entre les mises à jour, c'est-à-dire il y a plusieurs types de mises à jour. Il y a des mises à jour qui vont être des mises à jour de sécurité importantes. Il y a seulement des mises à jour qui sont aussi des mises à jour graphiques, moins importantes. Et souvent les 2 sont cumulés, on a assez peu de visibilité et ça va entraîner assez rapidement ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Voilà, donc que faire? Eh bien, bon, réparer plutôt que remplacer, vous l'avez compris. S'informer, soutenir les actions de HOPS, qui est l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui a d'ailleurs publié un livre blanc et qui essaie, voilà, justement, de faire en sorte que les constructeurs nous donnent plus de visibilité sur les types de mise à jour pour qu'on ait le choix et puis ça permet d'allonger la durée de vie de notre équipement. En tant que professionnel, ce qui va être important, je pense que vous l'avez perçu, c'est l'éco-conception de ces services. Donc là, il y a un référentiel qui s'appelle les 115 bonnes pratiques Green IT, qui a été fait par le collectif Green IT mené par Monsieur Bordage. Donc ça va être se former à ces pratiques-là, ainsi que toute la chaîne de production d'un service numérique, puisque ça ne va pas seulement concerner les développeurs, mais aussi les designers, les chefs de projet et bien évidemment les donneurs d'ordre, les décideurs, qui comprennent les enjeux d'avoir des outils éco-conçus et optimisés. Il y a donc pour la partie designer un guide qui s'appelle le guide éco-conception qui a été sorti récemment, il y a un peu moins d'un mois, par le collectif des designers éthiques, qui explique la posture de sobriété et des méthodologies aussi de se limiter à un certain nombre de poids par page. Et donc, avec cela, on arrive à avoir une méthodologie assez intéressante pour se limiter et pour être plus sobre dans les fonctionnalités, c'est-à-dire les réduire à l'essentiel.
Se former au référentiel OPQUAS, qui est un référentiel plus généraliste sur la qualité, mais qui est donc très intéressant puisqu'il il a une approche sur les standards du web et donc il va permettre de rationaliser, de faire des choix éclairés et très objectifs tout au long de la phase de production d'un service numérique. Qualifier ses prestataires en charge de la réalisation de vos services numériques. Donc là, c'est important, si vous êtes annonceur, si vous êtes donneur d'ordre, d'aller évidemment s'assurer un minimum des compétences, des formations, via des certifications, via la méthodologie proposée de vos prestataires. Savoir identifier le greenwashing, j'en ai parlé tout à l'heure, je le remets ici, important également pour ne pas en faire. Et voilà, ne pas créer de communication visant à faire renouveler prématurément son équipement, je le remets ici aussi important. Adopter une posture de sobriété, qui est un peu le maître mot sur cette slide. Le poids de nos usages, donc on a vu la partie sur les services numériques, nous allons voir maintenant le poids des vidéos. Donc, sur les dernières études, alors les études du Shift Project, mais aussi les études de Green IT. Alors parfois, les chiffres varient un petit peu, mais enfin, les conclusions sont les mêmes, c'est-à-dire que la vidéo occupe 80% du trafic web, la vidéo en streaming, c'est 80% de la bande passante, c'est assez colossal, d'autant qu'au départ, l'infrastructure réseau n'a pas été conçue pour cela, plutôt pour faire passer une communication texte. Donc, c'est à peu près, donc là, ils ont mis les grands, on va dire, les principaux responsables, entre guillemets. Donc, il y a en effet Netflix qui est assez leader. Il y a Amazon derrière, mais c'est surtout Netflix qui drive à 34% le trafic des vidéos en streaming. Évidemment, bon, les sites pornographiques, YouTube pour 21%, les réseaux sociaux pour 18%, et les 20% restants, ça reste tout ce qui va être, qui d'ailleurs sont en forte augmentation, mais ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire les vidéos live sur les outils de visioconférence, la télémédecine, ça peut être aussi la vidéosurveillance. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est que le simple fait de regarder 1 heure de vidéo sur une tablette ou un smartphone, ça consomme davantage d'électricité qu'un réfrigérateur pendant toute une année. Donc ça, c'est l'ADEME qui a fait un peu des ordres de grandeur pour qu'on puisse mieux le rapporter à des usages quotidiens, enfin, voilà, plus se rendre compte. Ce que je disais tout à l'heure, c'est important de se rappeler, mais à la base, internet n'a pas été conçu pour diffuser de la vidéo. Le protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure, TCP/IP, il est utilisé pour le transfert de données sur internet. Il a été conçu pour faire passer des tout petits paquets par plein de chemins différents pour être sûr qu'ils arrivent, quitte à les renvoyer 4 fois. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on y arrive puisque vous n'avez pas forcément de coupure quand vous regardez Netflix, pardon, mais on y arrive à force de débauche de moyens matériels. Donc on est encore une fois sur, il faut que l'infrastructure derrière, elle suive. Donc c'est un peu sans fin puisque les usages, entre les usages et l'infrastructure qu'il faut déployer pour pouvoir maintenir un service de qualité, voilà, ça nécessite de fabriquer des nouveaux équipements, etc. Les vidéos sont de plus en plus lourdes. Donc, pendant le premier confinement, Netflix avait baissé la qualité des vidéos parce qu'il craignait d'ailleurs une saturation de la bande passante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faudrait aussi permettre aux utilisateurs de baisser la qualité vidéo parce que regarder une vidéo sur un tout petit écran dans une très bonne qualité, comme vous pouvez voir, comme ça a un impact assez important, ça a à peu près peu de sens puisque voilà, l'écran est petit, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une aussi bonne définition sur des tout petits écrans. Donc il faudrait aussi pouvoir avoir le choix de baisser la qualité quand on regarde des plateformes de streaming. Petite question, d'après vous, puisqu'on en est à parler de Netflix, d'après le CEO de Netflix, qui est leur principal concurrent? Est-ce que vous avez une petite idée? Rapidement, dans le chat. Je me remets sur l'outil chat. Alors, j'ai une première réponse, Amazon Prime. Amazon, d'accord, Amazon en masse. Je vous laisse une dernière seconde. OK, bon, Amazon. Alors non,
le principal concurrent de Netflix, comme on sait qu'on peut s'imaginer que c'est Amazon, mais non, en fait, pour ce PDG-là, c'est le sommeil, puisque un des principaux enjeux financiers du numérique, c'est notre attention. Et donc, on va le voir un petit peu plus tard. Alors, le concept, il n'est pas nouveau parce que TF1 vendait du temps de cerveau disponible il y a déjà bien longtemps, plus d'une quinzaine d'années. Mais là, c'est une vraie guerre, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, c'est un vrai levier. Il y a un marketeur assez célèbre qui a modélisé d'ailleurs, on va dire, voilà, il y a un mec qui a fait un modèle qui s'appelle le Hook, dont je vais parler un petit peu, qui est un genre de canevas, de template pour concevoir les applications des services et qui reprend en grande partie sur l'économie de l'attention. Vous allez vous rendre compte que quasiment une grande partie de vos applications installées sur votre smartphone répondent à ce modèle-là. Donc, il y a 4 grands axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle trigger, c'est l'élément déclencheur, hein, c'est le déclencheur en anglais. Donc, il y a 2 types d'éléments déclencheurs. Il y a les déclencheurs internes, c'est ce qui tire l'utilisateur vers l'application. Donc, les plus puissants sont l'ennui, la solitude et ce qu'on appelle maintenant aussi le FOMO. C'est pour Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose. Alors, c'est un ressort assez intéressant, surtout sur les réseaux sociaux. L'autre déclencheur, des déclencheurs externes, ça va être la publicité, les notifications, les boutons d'appel à l'action. Voilà, donc ça, c'est assez voilà, évident à comprendre. Le deuxième axe de ce modèle marketing, c'est ce qu'on appelle l'action. Donc, c'est une fois l'expérience qui concerne plutôt les designers de l'application, une fois l'expérience déclenchée, on va essayer de faire en sorte de ferrer l'utilisateur pour qu'il reste le plus longtemps possible, pour qu'il revienne. Donc, voilà, on va essayer de déclencher aussi une nouvelle action. Donc typiquement, là, par exemple, je pense que vous avez fait le lien, mais ça va être le fil d'actualité sur Instagram, par exemple, que vous pouvez faire défiler à l'infini, ou la lecture automatique de YouTube qui va choisir pour vous la prochaine vidéo. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle donc la récompense, reward, la récompense, c'est l'équivalent du levier d'une machine à sous au casino, hein. C'est quand vous vous connectez à vos réseaux sociaux, enfin Facebook, Insta, YouTube, l'utilisateur ne sait pas exactement ce qu'il va y trouver. Et c'est justement d'ailleurs cet élément de surprise qui va le pousser à revenir ou à rester plus longtemps. Les récompenses les plus courantes, ce sont le nombre de j'aime, de réactions, les commentaires, les réponses en message privé, un nouvel ami, un follower, voilà, et plein d'autres. Quatrième axe, c'est l'investissement. Donc là, clairement, je dirais à l'inverse d'un produit physique qui va plutôt se dévaluer avec le temps, plus vous utilisez l'application, enfin vous, moi aussi, plus vous allez créer de la valeur, enfin surtout pas réellement pour vous, mais plutôt pour donc les GAFAM qui vont vendre de la publicité, puisqu'elles vont utiliser ces données pour faire ce qu'on appelle du micro-targeting, qui est le modèle publicitaire de ciblage comportemental. Donc en donnant vos données, vous augmentez vos chances d'être récompensé. Par la même occasion, vous créez les prochains déclencheurs qui vous ramèneront sur l'app. Voilà, donc c'est pour ça que le modèle est en boucle. Voilà, la boucle est bouclée en gros, hein, si vous préférez. Donc il y a énormément d'applications qui sont, toutes les applications, enfin, voilà, énormément d'applications fondées sur ce modèle-là. Pourquoi ça marche si bien? C'est qu'il y a une raison, c'est derrière, c'est la dopamine qui est, vous savez, le neurotransmetteur qui est libéré quand on reçoit des récompenses inattendues. On va pas le regarder maintenant, mais je vous ai mis 2 liens. Si ça vous intéresse, je le donnerai aux organisateurs, aux organisatrices pour votre, voilà, qui sont des petites vidéos sur Arte, qui expliquent comment fonctionne la dopamine. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le principe des machines à sous. L'attente elle va contribuer à augmenter la libération de dopamine, donc le plaisir ressenti. Donc, par exemple, le chargement sur Facebook qui suit exactement cette logique-là. Le nombre de notifications et de messages, ils vont apparaître en dernier, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour être beaucoup plus impactants sur notre cerveau. Voilà, et donc c'est ça aussi qui va créer ce que je vous disais tout à l'heure, la notion dont je vous parlais, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté d'une information, d'un message.
Au final, ce n'est pas tant cette information, ce message qui crée de l'addiction, mais c'est plutôt la décharge de dopamine résultant de leur apparition. Voilà. C'est la logique d'un stimulus suivi d'une récompense qui va créer chez nous des nouvelles habitudes et parfois un peu une sensation de manque. Voilà, donc au final, il y a deux logiques qui sont assez différentes mais complémentaires. C'est capter l'attention via des indications visuelles telles que les couleurs, des messages aussi qui peuvent être un peu anxiogènes ou bien des vidéos lancées automatiquement, mais aussi créer des habitudes qui vont être conditionnées par la libération de dopamine. Ce que certains utilisent pour capter l'attention, c'est ce que ici, il y a une vidéo aussi pareil très intéressante, ce qu'on appelle les dark patterns. Donc il y en a pas mal, il y a une liste dark patterns qui est pas mal identifiée. Typiquement, c'est le cas où c'est tellement difficile à faire, mais quand vous voulez supprimer votre compte d'Amazon, c'est typiquement un dark pattern. C'est quasiment impossible, sauf de suivre un tuto sur Internet. Heureusement, il y en a pas mal qui expliquent où il faut aller. Mais ça, c'est par exemple le dark pattern, l'hôtel à cafards, ça s'appelle, Roach Motel en anglais. C'est très facile d'entrer, mais quasiment impossible d'en sortir. Voilà, c'est pour vous garder un peu, on va dire, prisonnier du service pendant un petit moment. Donc, si tous ces, on va dire, tous ces services, tous ces industriels font tout ça pour nous retenir, c'est surtout pour mieux, oups, j'ai lancé sans faire exprès, nous vendre de la publicité. Et j'en ai un petit peu parlé. À votre avis, quelle part représente la publicité en pourcentage dans le poids d'une page web? Je me remets sur le chat. Okay. Merci pour vos réponses. Alors, la bonne réponse, c'est 39%. C'est quand même non négligeable, surtout pour un contenu que l'on n'a pas forcément demandé, hein, enfin qu'on n'a pas demandé du tout d'ailleurs. D'un point de vue technique, l'intégration aussi de ces pubs dans les pages, elle se fait parfois de manière assez archaïque, avec des technologies obsolètes, donc c'est assez loin de l'éco-conception et du respect de certains standards. Et d'un point de vue éthique, l'affichage des pubs, donc comme je disais un petit peu tout à l'heure, elle repose sur le micro-targeting ou le ciblage comportemental, ce qui implique qu'il faut collecter en fait beaucoup de données personnelles pour, voilà, sur vous, pour mieux vous connaître et vous proposer donc des produits qui vont être, voilà, qui vont selon vos comportements, vos habitudes. D'ailleurs, peu importe d'ailleurs où la pub s'affiche. Donc avant, ce qui est juste important de savoir, c'est qu'avant le modèle publicitaire reposait sur le contexte. Donc on était plutôt sur un contenu plus qualitatif, c'est-à-dire qu'on regardait le contenu de la page pour déterminer la pub qui vous est proposée. Là, sur le micro-targeting, ça va reposer surtout sur la mise en place de trackers. Donc, les trackers, ce sont les scripts de collecte de données et de cookies qui sont des fichiers texte pour les stocker. Alors, que faire? Alors, donc, que faire globalement sur le chapitre? C'est diminuer la résolution de la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, reprendre le contrôle de nos données en ligne avec un kit de data detox. Donc là, il y a un site très bien fait. Je vous donnerai le lien, bien sûr, voilà, pour être plus vigilant sur l'usage de nos données et la sécurité, hein, qui est liée, bien sûr, à ça. Désactiver les notifications, prévoir des périodes sans smartphone, le mettre hors de portée de votre chambre, profiter voilà, amélioration de la qualité du sommeil. Bon. N'acceptez pas systématiquement les conditions des RGPD pour limiter le nombre de cookies et de trackers qui sont utilisés pour proposer ensuite de la publicité personnalisée, et identifier les dark patterns. Donc, ce que je vous disais, il y a toute une liste et il y a donc maintenant des matrices. C'est aussi le travail des designers éthiques qui permettent d'identifier justement les mécanismes captologiques et, voilà, et les dark patterns associés à ces mécanismes-là. En tant que professionnel, eh bien, évidemment, ça coule de source, mais ne pas créer des interfaces ou des dispositifs captologiques, c'est-à-dire visant à capter au maximum l'attention de ses utilisateurs, ses utilisatrices. Utiliser la matrice d'évaluation de la captologie des designers éthiques, donc il y a le lien, bien sûr. S'appuyer sur des référentiels, et là, je recite le référentiel OpQuest, qui est un référentiel sur
La qualité de manière générale, là je vous ai cité que quelques exemples, mais il y en a d'autres. Mais par exemple, c'est ne pas forcément rendre la création d'un compte obligatoire pour l'achat d'un produit, pas forcément demander la confirmation par courriel pour se désinscrire à une newsletter, ne pas mettre les contenus en vidéo en autoplay. Alors ça, c'est vraiment hyper important et pour l'éthique et pour l'accessibilité, on va en parler, et pour l'éco-conception. Respecter le RGPD, bien sûr, qualifier ses prestataires médias dans la mesure du possible, sachant que c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, demander quand même les pratiques de vos prestataires médias. L'accès au numérique. Dernier point, et je me dépêche. Combien de sites web présentent des problèmes d'accessibilité à votre avis? Donc il y a A 28%, B 46%, C 98%. Je regarde le chat en même temps. Super, donc j'ai entre B et C, c'est intéressant. J'ai l'impression que j'ai plus de B. Super, merci. Donc, je vous donne la réponse. En fait, c'est la réponse C. En fait, il y a 98% des sites web qui présentent des problèmes d'accessibilité. Je rappelle la notion d'accessibilité, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale. C'est donc Tim Berners-Lee, qu'on a vu plus haut, fondateur du W3C, qui est déjà, dans les années 90, avait déjà une définition très claire de l'accessibilité. Et elle va servir beaucoup, principalement aux personnes en situation de handicap, qui vont naviguer à l'aide de technologies d'assistance. Et pour cela, pour que le contenu leur soit bien restitué, il faut donc respecter des critères qui sont des standards. Donc, il y a un référentiel en France, il y a un cadre légal et normatif. Le cadre normatif international, ce sont les WCAG, pour Web Content Accessibility Guidelines. Donc, on en est à ça 2 points, mais là, ils sont en train, je crois, de passer à la 2.2. Enfin, c'est dans les tuyaux. Et en France, légalement, tous les sites de services publics, tous les sites de services, enfin d'entreprises privées à mission de service public, et maintenant toutes les entreprises privées dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros doivent se conformer et être accessibles, et se conformer donc au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui est dans sa version 4.1. J'ai mis les liens ici, c'est important. Et comme vous pouvez donc le constater, vu il n'y a seulement que 2% des sites en France qui sont accessibles, donc c'est encore trop peu. Donc, on a vu l'accessibilité rapidement. Maintenant, on va parler d'électronisme pour vous donner une définition. Donc, c'est quand même 17% de la population française qui est touchée par l'électronisme. L'électronisme, c'est l'inhabilité numérique ou l'illettrisme numérique ou encore l'illettrisme électronique. Bon, c'est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques, en raison d'un manque ou d'absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement, ce qu'on appelle aussi la fracture numérique. Donc ça, c'est des composantes de l'impact social aussi du numérique entre l'accessibilité et l'électronisme. Que faire en tant que professionnel? Donc, bien sûr, mettre en conformité ces services numériques au regard de l'accessibilité numérique et former toute la chaîne de production. Hein. Donc, il y a se former au RGA 4.1. Se former aussi aujourd'hui un référentiel OPWAS qui intègre des critères du RG2A. Qualifier ses prestataires en charge de la réalisation de vos services numériques, donc par des certifications, des méthodologies, exiger d'être sûr des compétences de vos prestataires. Intégrer les bonnes pratiques d'accessibilité et d'inclusion dans vos communications. Il y a des règles éditoriales. L'accessibilité, ça ne concerne pas du tout que la technique. Il va y avoir aussi, c'est toute la chaîne, ça va du design, de l'UX design, de l'UI. Ça va aussi sur des personnes qui vont être en contribution du contenu. Donc, pareil, j'en ai mis quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Respecter la structure des titres, veiller à ce que les contrastes de couleurs entre le texte et la couleur d'arrière-plan soient suffisants. Rédiger des intitulés de liens explicites. Bon, la liste est plus longue, bien sûr, mais il y a ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a des pratiques en matière éditoriale. Promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations et stéréotypes dans vos communications.
textuelles et visuelles. Attention aux banques d'images. Donc, j'ai mis des exemples de banques d'images plus responsables. Donc, il y a Be With Joy et Sprix, Pic et Pic, voilà, qui sont des banques d'images qui favorisent la diversité, qui véhiculent beaucoup moins de stéréotypes. Prendre connaissance des règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre. Donc, il y a aussi là une réglementation pour permettre aux personnes qui ont des problèmes cognitifs de plus facilement assimiler et comprendre les textes. Utiliser l'écriture inclusive épicène, préférer des termes neutres, éviter au maximum le point médian, on va dire, lorsque on adresse une communication au plus grand nombre. À retenir, et j'ai bientôt fini, ensuite on passera à la phase de questions. Donc le numérique responsable, on a vu, il y avait l'impact environnemental qu'on a vu au début, l'impact sociétal, notamment avec l'économie de l'attention, le problème de la publicité, l'impact social avec l'accessibilité, la fracture numérique. Donc c'est une approche du numérique visant à rendre celui-ci respectueux de la planète et des personnes. Voilà pour la définition. Et les champs d'application, vous avez pu un petit peu le percevoir. Donc tout ce qui va être inclusion, accessibilité, électronisme, écriture égalitaire, la sobriété pour l'impact environnemental notamment, donc avec des leviers comme l'éco-conception, bien sûr la performance, comment optimiser ces services numériques, l'aspect éthique avec l'économie de l'attention et évidemment la sécurité, très important, la cybersécurité. Alors, comment s'y prendre pour intégrer un numérique responsable de façon globale? Eh bien, lorsqu'on s'engage dans une stratégie de numérique responsable, il est intéressant d'utiliser le cadre méthodologique de la RSE ou de la RSO. Et donc là, ça tombe bien puisqu'il y a la RSE a un cadre référentiel normatif, notamment par l'ISO 26000, avec 7, vous allez voir un tout petit peu ces notions avec ma collègue dans l'atelier suivant. Donc, il y a 7 questions centrales, dont une question sur la gouvernance. Mais donc, en fait, lorsqu'on s'attaque à une stratégie numérique responsable, il est intéressant de la structurer autour de l'ISO 26000 et d'y aller raccrocher, en fait, sur ces 7 questions centrales, des points très importants qui vont être liés à une stratégie numérique responsable. Voilà. Évidemment, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais je n'avais qu'une heure. Eh bien, j'ai terminé. Juste petit mot de la fin. Le numérique a une existence physique, je le rappelle, pour bien prendre conscience de ses impacts. J'ai mis aussi une vidéo que j'aime beaucoup, qui est une vidéo d'un journaliste qui, en fait, explique comment se font les câbles sous-marins, parce que vous savez, les océans sont câblés maintenant, énormément câblés, et donc il y a rien de plus physique en fait que de câbler ça. Il a fait tout un reportage pour montrer une personne qui sort de l'eau tout simplement parce qu'elle est en train de tirer des fils d'un câble qui relie des plateformes maritimes pour faire passer les câbles Internet sous la mer. Donc, je vous mettrai également le lien, je le confierai aux organisatrices. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, je ne vois pas trop de questions, mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin de précision. Il y a quelqu'un qui a une question, qui a levé la main. Ah, alors pardon, c'est vrai que je ne vois pas. Ah oui, d'accord. Alors, je n'arrive pas à voir, mais oui, n'hésitez pas à me dire. Si elle peut prendre la parole en mettant Oui. sa caméra. Oui. Oui, bonjour Madame Vincent. Je me demandais, vous parliez donc de faire des sites accessibles à tous. Oui.
Comment vous pouvez le mettre en œuvre? Parce que c'est vrai que j'arrive pas à visualiser comment on peut faire un site accessible à la fois aux malvoyants et à la fois, enfin, à tout type d'handicap en fait. Oui, alors c'est une excellente question. Justement, en fait, les référentiels, donc, comme je le disais, je parlais des WCAG, qui sont les Web Content Accessibility Guidelines du W3C. Ça fait plus de, voilà, de 20 ans qu'ils sont sur le sujet. Et en fait, ce référentiel, ces directives, englobe le plus largement possible les handicaps. Donc, ils ont travaillé, d'ailleurs, c'est très, très, très long à rendre cette spécification, ce référentiel, à le publier, justement du fait que ça prend des années et beaucoup de tests utilisateurs. Mais ces référentiels essaient d'être le plus englobant possible et de couvrir le plus de diversité de handicaps. Alors bien sûr, ça ne peut pas couvrir tout. Certains handicaps aussi ont plus de difficultés, je dirais, à être couvertes même de manière opérationnelle. Et là, je pense notamment à la surdité et du fait que d'avoir, par exemple, des vidéos traduites en langue des signes pour des personnes qui signent, ça reste toujours un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais en tout cas, il faut vous dire qu'il faut faut vous reposer en toute confiance sur ces référentiels parce qu'ils couvrent le maximum de handicaps. Le risque, c'est d'aller justement essayer d'aller couvrir un handicap en particulier et d'exclure les autres, ce qui est vraiment pas du tout la philosophie de ce référentiel, voilà, qui est le plus englobant possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci beaucoup. Donc, du coup, Jade, on a une question dans le chat aussi. Je sais pas si Oui. tu peux la lire toi-même, je peux te la lire sans problème. Ah oui, alors de Mylène, hein, c'est bien ça? C'est ça. Alors, ok, ça fait peur. Alors, oui, ça fait peur, oui, je comprends. C'est vrai que c'est toujours un petit peu, lorsqu'on prend conscience de ces notions, c'est toujours un peu anxiogène, je comprends. Comment prôner la désintox quand le contraire est marketé? Alors, oui, c'est vrai que c'est des grands, c'est d'ailleurs tous les enjeux de la communication actuellement, hein, c'est-à-dire, voilà, comment essayer de faire des choses de manière plus responsable. Alors, pour sensibiliser son entourage, il y a des outils qui existent, qui sont très intéressants. Il y a notamment la fresque du climat, ce qui est alors plus généraliste sur le climat, mais qui est un jeu de cartes collaboratif qui se fait en 3 heures. Et qui permet de bien comprendre en fait le côté systémique, hein, sur le climat. Et il y a du coup son équivalent dans le numérique, la fresque du numérique, qui est aussi très intéressant. Donc ça permet, ce sont des outils grand public, hein, donc pour l'entourage. Comment prôner la désintox? Pour répondre à cette question, eh bien, je dirais en essayant voilà, d'avoir de plus en plus conscience, en effet, des choses auxquelles on a été habitué et voilà, d'identifier, c'est l'identification justement du greenwashing. C'est commencer, si on ne peut pas, par exemple, tout de suite s'attaquer aux outils pour les éco-concevoir ou les rendre accessibles, commencer déjà à écrire du contenu inclusif, qui respectent les règles d'accessibilité, qui soient plus sobres aussi. Et là, ça va être dans l'optimisation des images, dans l'optimisation des vidéos. C'est déjà un super pas en avant pour nous, les communicants. C'est déjà de très bons leviers de commencer par la production de contenu et de la communication. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est cet éveil un peu collectif qui va faire qu'on va... Et d'ailleurs, ça évolue beaucoup actuellement, hein. Il y a beaucoup de militantisme et une certaine même maturité du sujet de la communication responsable auprès des professionnels. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Je vois une autre question. Bonjour Jade. Et en termes de coût, cela a quelles conséquences?
Alors, en termes de coûts, si on parle de l'accessibilité ou de l'éco-conception, en fait, comment dire? Enfin, c'est toujours un peu compliqué de répondre à ça, mais en fait, ce sont des démarches qui sont très transversales et qui nécessitent d'être prises en amont. Donc qui nécessitent, déjà d'une part d'avoir une adhésion, des décideurs, qui comprennent les grands enjeux, donc qui soient sensibilisés aux enjeux de l'éco-conception, de l'accessibilité. Et ensuite, si c'est pris en amont, dans la conception même, hein, d'où le terme éco-conception, il y a très peu de coûts associés, puisqu'on va faire en sorte d'être plus sobre, de se limiter à des fonctionnalités essentielles pour répondre aux demandes de mes utilisateurs, aux fonctionnalités essentielles des services numériques. Donc, en faisant cette démarche, on va aussi éliminer toute une partie de fonctionnalités qui n'auraient pas été essentielles et qu'il aurait fallu aussi mettre en conformité au regard de l'accessibilité, qui sont aussi très difficiles. Il y a des fonctionnalités de base qui sont très difficiles à rendre conformes et donc qui nécessitent parfois de développer d'alternatives supplémentaires, d'où le surcoût. Mais lorsqu'on a ces deux postures et qu'on le prend bien en amont, on s'économise justement pas mal de surcoûts. Et je dirais qu'on a plutôt des bénéfices à long terme, c'est-à-dire d'avoir forcément, quand on respecte des choses qui sont standardisées, c'est tout le but de faire des standards, on a des coûts de maintenance beaucoup moindres, on a une capacité à faire évoluer son service numérique beaucoup plus, de manière aisée, quoi, quand on respecte ces standards-là. Donc je dirais si c'est bien pris en amont, encore une fois, dès la conception, dès la phase du X-Design, il y a relativement peu de coûts supplémentaires, mais encore faut-il que ce soit bien pris en amont, que tout le monde s'est bien saisi des sujets. Et chacun, je dirais, dans toute la chaîne de production, avec ses responsabilités, c'est-à-dire la partie UX, la partie plutôt web design, la partie développement à la fois back-end, front-end.